Bonjour et bienvenue dans l'invité de Radio Latitude. Nous recevons aujourd'hui François Baroin, ancien ministre, député maire de Troyes. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons évoquer lors de cette émission votre bilan à la mairie de Troyes ainsi que vos projets pour briguer un 4e mandat. Alors tout d'abord, quel bilan dressez-vous de l'action de votre équipe lors de ce dernier mandat ? Je pense que même les adversaires les plus déterminés et résolus auront vu au cours de ces 6 années écoulées un fort mouvement dans la ville, un peu partout dans les quartiers. On a atteint, je crois, tous les objectifs qu'on s'était fixés en termes de requalification urbaine pour les 5 quartiers retenus dans le cadre de la convention en rue de l'Agence nationale de renouvellement urbain. Ce sont 160 millions d'euros d'investissement qui ont été injectés dans la ville, donc c'est de l'activité économique, mais c'est aussi une réhabilitation complète des quartiers qui sont désenclavés, des tours qui sont tombées, des habitats qui ont été résidentialisés, des services publics qui ont été installés, des activités économiques également qui ont été rétablies. S'agissant du centre-ville, là aussi, il y a eu 2-3 projets phares. Bien sûr, l'installation de l'Office du tourisme, l'aménagement de la place de l'Hôtel de Ville, mais aussi et peut-être surtout la réhabilitation de l'eau et la place de l'eau dans la ville, avec la réouverture du canal et l'aménagement des quais. Ça, c'est pour la partie aménagement. On a aussi beaucoup œuvré à accompagner les politiques publiques dont nous avons la charge en termes de proximité, politique sociale, aux côtés des associations, politique sportive, là aussi aux côtés du tissu associatif qui est très dense. Tout le monde ne le sait pas à Troyes, mais on a un tissu associatif parmi les plus denses par rapport à notre population, ce qui crée à la fois une chance et beaucoup d'obligations publiques derrière pour accompagner ce réseau qui est formidable et qui est tenu par des bénévoles. Et puis, il faut aussi lire ce mandat comme l'évolution d'un lien naturel désormais plus important entre chacune des communes membres de l'agglomération et la structure de l'agglomération du Grand Troyes. Cette structure est passée de 11 à 18 communes. C'est un bassin de population de plus de 140 000 habitants maintenant et qui est en charge la politique de la ville, mais aussi l'assainissement, mais aussi le développement économique. Et beaucoup a été investi pour faire en sorte que les terrains extérieurs, à l'ouest avec le parc du Grand Troyes ou au sud avec le parc logistique, puissent attirer des investisseurs et donc créer de l'emploi. Alors on a reçu plusieurs de vos adversaires comme notamment Dimitri Sidor et Bruno Subtil. Alors ces deux personnes nous ont fait la remarque que vous concentriez peut-être toute votre énergie dans tout ce qui est travaux, dans tout ce qui est embellissement de la ville, mais peut-être au détriment un petit peu des Troyens et de l'humain en lui-même. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je ne crois pas le premier choix que nous avons apporté lorsqu'on est à la tête d'une municipalité, c'est d'abord le vote du budget et de créer ensuite les moyens affectés à ces politiques publiques. Le fait de ne pas avoir augmenté les impôts, qui est quand même un sujet absolument majeur, de cette campagne municipale, beaucoup plus que les campagnes précédentes. 16 années consécutives. C'est la 16e année consécutive où nous n'avons pas touché au taux. C'était un choix politique de toute l'équipe, et si ça n'est pas un choix en direction des Troyens, de ceux qui ne payent pas d'impôts et qui sont majoritaires sur la ville de Troyes, comme à l'égard de ceux qui payent des impôts locaux et qui n'ont pas apporté toute la masse de l'effort. Donc je crois que ce seul choix permet de lire la volonté d'être à l'écoute des besoins, et ensuite nous, du côté de la ville et dans les responsabilités qui nous sont confiées, de faire des économies de fonctionnement et d'aller chercher l'argent où il se trouve. Et je me suis beaucoup battu pour obtenir des fonds auprès du Conseil général, du Conseil régional, de l'État, de l'Europe, pour faire en sorte au final que tous ces investissements ne reposent que de l'ordre de 25% en charge nette sur les épaules des Troyens. Alors justement, on parle d'économie et d'imposition. Avec la réforme des rythmes scolaires, qu'allez-vous faire ? Parce que c'est des coûts supplémentaires, j'imagine, pour la collectivité. Vous allez financer ça comment ? Des économies à faire, ou vous ne touchez pas aux impôts quoi qu'il arrive ? Bon, un mot déjà sur la réforme. Vous me permettrez de dire que quand même la manière dont ça a été préparé, annoncé, la façon dont le dialogue n'a pas été mené, la manière dont la concertation n'a pas été, je crois, dirigée de façon sereine, crée des interrogations chez les parents, un sérieux doute chez les ATSEM, des points de question et des points d'interrogation également dans le corps enseignant. Nous avons la chance à Troyes d'avoir une certaine expérience avec le village éducatif. Nous avons aussi la chance à Troyes d'avoir été parmi les premières villes il y a une vingtaine d'années. J'en étais le maire, j'étais jeune maire à l'époque, et nous avions mis en place l'aménagement des rythmes scolaires dans 3 ou 4 écoles test. Il y a des écoles où ça a bien marché, et puis il y a des écoles où ça n'a pas fonctionné, mais on pouvait pas tout porter financièrement, et on portait un tiers du financement, le reste était porté par l'éducation nationale et les sports. Aujourd'hui, le financement est plus qu'hypothétique. Le coût de cette affaire est effectivement de l'ordre de 750 000 € pour la ville de Troyes. C'est-à-dire que c'est plus d'un point de fiscalité.
mais nous allons le faire à fiscalité constante et je l'espère en étant opérationnel. La ville est loyaliste, elle est évidemment légaliste. Si d'aventure ce décret, cette décision du ministre de l'Éducation nationale était vraiment appliquée pour la rentrée 2014, je veux rassurer les parents et le corps enseignant, nous sommes prêts et ils le savent. Donc pas d'augmentation d'impôts. On ne va pas faire un point de fiscalité pour financer une mesure que par ailleurs, sans la combattre, nous émettons quand même des réserves sur la méthode et le calendrier. Alors on va rester dans l'économie et vous êtes certainement au courant, il y a une statistique récente donnée par le Compass qui annonce qu'un ménage sur 4 à 3 vivrait en dessous du seuil de pauvreté et 3 se classerait au 20e rang des villes les plus pauvres de France. Alors l'opposition s'en inquiète, qu'est-ce que vous en pensez, vous, François Baroin ? Ça dépend des critères. Ce qui est vrai, c'est que la structure sociologique de notre ville, et ça c'est notre passé, c'est notre histoire. Je rappelle que c'est une ville qui a été dans une forme de richesse relative, mais de richesse réelle à la grande époque du textile, dans les années 50, 60, 70, jusqu'au début des années 80, où l'homme et la femme travaillaient, mais avec des niveaux de revenus qui étaient faibles. Ça a été d'ailleurs la volonté d'une ville, d'un territoire qui était presque dans la mono-industrie. Je rappelle qu'il y avait 30 000 personnes qui travaillaient dans le textile. Et à partir des années 80, on a perdu 1000 emplois par an, pendant 20 ans. Autant de douleurs sociales, d'épreuves humaines, et qui a créé une structure fiscale que l'on lit d'ailleurs dans les impôts locaux, où vous avez un niveau de revenu moyen qui est inférieur, voire très inférieur à la moyenne nationale. Et c'est ce qui explique que, par exemple, vous avez plus de 55% des foyers de Troyes qui ne payent pas d'impôts locaux. Ça, c'est un fait, c'est une réalité, c'est pas d'aujourd'hui, et c'est malheureusement la conséquence très directe de la réalité de l'impact des délocalisations et de la saignée qu'il y a eu dans le textile. Alors face à cela, tous les acteurs se sont mobilisés depuis de nombreuses années. Il a fallu essayer de remédier à tous nos problèmes. Le premier étant évidemment la perte des emplois, mais le premier presque au même niveau de responsabilité, c'est pour ça que je les mets au même rang, ça a été la fuite de nos jeunes. Passer le bac, ils allaient à Reims, à Dijon ou à Paris pour poursuivre leurs études. Faire un doc, c'était déjà presque un exploit. Il restait l'IUT, exceptionnel dans les années 60, mais il n'y avait pas grand-chose. Donc on s'est beaucoup battu déjà pour garder nos jeunes, qui incarnent évidemment par définition l'avenir, mais qui aussi incarnent l'avenir économique. Alors justement, vous parlez des étudiants. Donc on est passé de 4500 étudiants à l'époque, au début des années 90, on est à près de 10 000 aujourd'hui, et on aura un optimum de 12 000. C'est vraiment la clé du développement de la ville et du territoire, et c'est aussi la clé de la diversification de l'activité économique. Et justement, ces étudiants, vous dites, il faut les garder, ces étudiants à Troyes, mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour les garder? Donc au niveau des structures, il y a plus en plus d'universités, il y a l'UTT, il y a l'EPF, tout ça, mais une fois que ces jeunes ont étudié à Troyes, le problème c'est qu'ils ne restent pas forcément dans l'Aube. Pas tous, mais il en reste un peu plus que si vous n'en avez 4000. Sur 10 000, il en reste plus. C'est aussi le sens de la politique. Tout a du sens. Tout ce que nous mettons en place a du sens. Faire une ville embellie, requalifiée, restaurée, réhabilitée, avoir un secteur sauvegardé, avoir des quartiers qui sont ouverts sur l'extérieur, où la ville est en quelque sorte unitaire, avec chaque quartier ayant sa propre identité, c'est améliorer la qualité de vie. C'est évidemment un axe touristique, mais c'est améliorer la qualité de vie. Et les étudiants qui sont soit nés à Troyes, ou qui viennent de l'Aube, ou qui viennent de l'extérieur pour poursuivre leurs études, doivent, et c'est notre projet, notre objectif, je crois sérieusement que c'est un peu le cas, être heureux dans cette période d'étudiants. Et s'ils sont heureux dans cette période, plus la qualification qu'ils ont, quelles que soient les difficultés économiques, ça restera un point de repère. Donc que des jeunes partent à l'extérieur après leur formation et qu'ils reviennent derrière, c'est ça que nous voulons. Nous voulons aussi, nous voulons des jeunes qui créent des entreprises, des jeunes qui reprennent des entreprises. Nous voulons des jeunes qui s'appuient et qui s'insèrent dans le tissu économique. Nous souhaitons aussi des jeunes qui aient une expérience internationale, et nous voulons faire en sorte qu'ils aient les conditions d'assurer leur propre bonheur et leur propre développement professionnel sur le territoire. On a posé quelques questions aux auditeurs de Radio Latitude. Moi-même, à titre personnel, je suis troyen, j'ai toujours habité à Troyes, j'ai 27 ans, je suis jeune, je suis resté. Enfin, je suis parti à Reims et je suis revenu, même pour tout vous dire. La problématique qu'on entend beaucoup avec les jeunes troyens, c'est que la vie nocturne, que ce soit au niveau des transports, au niveau des bus, ou même au niveau des activités, les jeunes nous font savoir que quelque part on s'ennuie le soir à Troyes, on manque d'activité. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens? Bon, d'abord,
on parle des élections municipales et le maire, il faut quand même le savoir, n'est pas l'organisateur de la vie nocturne de la cité. Mais simplement votre ressenti. N'est pas un animateur de bar et n'est pas un gestionnaire de café ou de boîte de nuit. Non, mais je le dis comme ça au passage avec malice, mais c'est important quand même de rappeler les enjeux. En revanche, là aussi, il faut raisonner en comparaison. Il faut voir, il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, il y avait quasiment plus grand chose. Aujourd'hui, vous avez quand même des bars qui existent, qui sont plus nombreux, vous avez des éléments d'animation de soirée. Jusqu'à une période récente, d'ailleurs, on avait des horaires de fermeture qui étaient beaucoup plus tardifs que la moyenne des villes, même des grandes villes, ou des villes plus importantes que les nôtres, je pense à Dijon. Le préfet a pris des décisions, notamment de fermeture d'horaires en raison, par ailleurs, des nuisances. Eh oui, bien sûr. Vous avez ensuite des problèmes de voisinage. Passer 1 heure, 2 heures, il y a des gens qui n'acceptent plus. On est en pleine nuit, ils veulent pouvoir dormir. La suppression ou l'interdiction de fumer dans les établissements qui reçoivent du public, que ce soit des boîtes de nuit ou que ce soit des cafés avec de l'animation musicale, fait que les gens sortent fumer. Et donc du coup, le maire, qu'est-ce qu'il a ? Il reçoit sur son bureau des plaintes de gens qui disent ça n'est plus possible. Donc il faut trouver ce juste équilibre. Je pense qu'il y a quand même de quoi développer une activité nocturne sympathique et respectueuse de l'environnement. Maintenant, la question que vous soulevez, qui est à mon avis tout aussi importante, c'est celle des transports, les transports en commun. Celle-là, elle est pertinente. Le dossier est signalé. C'est au transport en commun. Votre adjoint Marc Brett, qui est président de la TCAT. Voilà, mais ça se gère à l'échelle de l'agglomération. Et après, c'est un budget. Il y a une cotisation qui est payée par un certain nombre d'acteurs pour financer tout cela, mais ça fait partie des priorités. Il faut certainement réfléchir, et c'est à la TCAT de faire des propositions très vite, sur des horaires qui soient plus pertinents, notamment en fin de semaine. On peut probablement pas faire des ouvertures plus tardives tous les jours, mais on peut imaginer qu'en fin de semaine, il y ait quelque chose de plus acceptable. Donc on peut imaginer éventuellement vendredi soir, samedi début jusqu'à minuit à 3, ça peut être peut-être même le jeudi d'ailleurs. Oui. Peut-être même le jeudi. Lundi, mardi, mercredi, c'est peut-être des jours sanctuarisés. Voilà, je sais que la TCAT y travaille et je sais qu'ils nous feront des propositions rapidement. D'accord. On va parler de la sécurité à Troyes, justement. Vous avez installé déjà des caméras de vidéoprotection. Vous prévoyez d'en installer encore davantage sur la ville de Troyes prochainement ? Vous me permettrez un mot personnel. Je voulais aussi dire toute notre solidarité à l'égard de ce qui vous est arrivé, qui est inacceptable. Et sans trahir de secret, puisque c'est sur la place publique, que la vidéoprotection est, dans le cas précis de Radio Latitude, comme dans de nombreux cas, une aide exceptionnelle pour l'autorité judiciaire, pour confronter les personnes qui sont les auteurs de ces actes insupportables de violence, et la réponse de la société apportée par la justice à travers cette vidéoprotection. Effectivement, il y a quelques années, après ce qui s'était passé lors de la demi-finale retransmise devant la place de l'Hôtel de Ville à Troyes de la Coupe du Monde, j'avais décidé, soutenu par le conseil municipal, d'installer la vidéoprotection. Il y a eu un débat, mais il n'a pas été aussi spectaculaire qu'il a pu exister dans d'autres villes. Et on ne peut que se féliciter du développement de cette vidéoprotection. C'est protecteur pour les gens, même si ça ne règle pas tout. Il y a malheureusement de la violence et il y a toujours de la violence, mais ce qu'il faut, c'est des outils supplémentaires pour aider la police et la justice à apporter les réponses. C'est le cas. Et nous allons développer. Cette année, en 2014, il y aura 6 caméras supplémentaires. Et ce que je souhaite, c'est que la totalité des quartiers, des axes majeurs, des axes commerçants, là où il y a des services publics, là où il y a du commerce, là où il y a des besoins exprimés par la population dans tel ou tel quartier, il y ait cette généralisation de la vidéoprotection sur la ville de Troyes. Donc nous allons accélérer ce projet. Je pense qu'on peut même réfléchir à l'échelle de l'agglomération et de Grand Troyes à un fonctionnement un peu intercommunal, au moins sur le financement du centre de surveillance, qui est un investissement important. Il faut des gens derrière, il y a un cadre légal qui est protégé par la Commission nationale informatique et liberté, et il faut aussi des moyens techniques, opérationnels qui répondent aux critères qui sont très protecteurs pour les libertés publiques. Je veux aussi le rappeler, on ne peut pas se zoomer dans les premiers étages, ça se brouille automatiquement dès que vous approchez de quelque chose qui de près ou de loin est un élément de propriété privée. Bref, il y a à la fois toutes les protections, mais c'est vraiment un très bel outil. Combien de caméras à Troyes aujourd'hui ? Là, on va passer à 34 à 40 et l'idée, c'est à l'échelle du mandat d'en faire une dizaine de plus chaque année à peu près. La police municipale à Troyes, quelque part, elle se substitue au travail de la police nationale. On voit quand même que la police municipale réalise quand même des tâches assez proches de la nationale. On manque de policiers nationaux, c'est au rôle de la police municipale. Non, vous étiez en plus ministre de l'Intérieur. Oui, j'étais ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, je rappelle que la ville de Troyes est l'une des
seule ville de France importante qui a vu un nouveau commissariat investi par le ministère de l'Intérieur. Donc ça aussi, ça va dans la bonne direction, un cadre de travail pour la police nationale qui soit adapté au temps moderne. Dans le fonctionnement et la répartition est très claire. L'ordre public, c'est l'État. Et donc c'est sous l'autorité du préfet et singulièrement de manière opérationnelle du directeur départemental de la sécurité publique. Le rôle du maire en matière de sécurité, il est évidemment de garantir la tranquillité, le caractère paisible de tous les administrés et de limiter les éléments de voisinage. On a une police municipale pour laquelle, au cours du premier mandat dans les années 95-2000, j'avais sollicité le conseil municipal pour augmenter les effectifs. On a plutôt un bon nombre d'effectifs de la police municipale, une police qui est armée par ailleurs et qui travaille dans un cadre là aussi très sécurisé. Mais on a une convention avec l'État. On a une convention avec l'État qui permet en quelque sorte, sans mutualiser les moyens, de mettre au service de la population et les agents de la police nationale dans le cadre de leur mission, et les agents de la police municipale, payés par le contribuable troyen, dans le cadre de responsabilités sous contrôle du directeur départemental de la sécurité publique. Je le rappelle, l'ordre public, c'est une mission régalienne, c'est-à-dire que c'est une mission de l'État, et nous sommes au service de l'État pour garantir cette mission. On va reparler un peu de votre prochaine équipe municipale. Alors une équipe toujours d'ouverture, j'ai envie de dire. Déjà lors de votre dernier mandat, il y avait notamment l'arrivée de Marc Brett qui avait été assez remarqué pour quelqu'un de gauche. Toujours dans cet esprit d'ouverture pour cette prochaine équipe municipale que vous préparez ? Vous savez, moi je considère que avoir l'honneur de gérer une ville comme la nôtre, c'est un honneur, c'est une dignité, c'est une exigence, c'est une très grande responsabilité. Et au fur et à mesure des mandats, je me suis toujours efforcé d'être à l'écoute des uns des autres, de celles qui voulaient aider la ville, de celles et ceux qui voulaient s'impliquer et s'engager. J'étais très heureux que Marc Brett, qui avait été le leader socialiste contre l'équipe que je menais la fois précédente, accepte la proposition que j'avais formulée de devenir un maire adjoint. Ça a été un maire adjoint remarquable, excellent dans le domaine de l'environnement. Ça reste un homme de gauche. Je lui ai pas demandé de changer de parti ou de changer d'étiquette, mais j'ai été heureux de la contribution qu'il a apportée. C'est le même esprit qui nous a amené à constituer cette liste. Évidemment, vous connaissez mes engagements politiques. Je suis un homme de droite, entouré d'hommes et de femmes qui partagent mes convictions, mais pour l'action municipale, il faut rassembler bien au-delà. Il faut s'élever au-dessus de sa condition partisane. Les gens qui sont encartés sont minoritaires dans une liste que je mène. Et de voir des gens comme Christine Thomas, qui était dans l'opposition municipale, puisqu'elle venait des Verts, et qui a été constructive, intelligente, et qui a porté, et qui a désormais l'expérience d'un conseil municipal, c'est précieux, je crois, pour la ville de Troyes. Une femme comme Karima Wada, qui est également du côté du MoDem, et qui est présente sur le terrain, et qui a un regard, qui a une personnalité forte, qui est accepté la proposition que j'avais formulée, c'est utile pour l'équipe, ça va enrichir nos débats, et je pense que ce sera utile pour la ville. Bref, cette liste, je crois, elle est vraiment de très large rassemblement, et de très nombreux Troyens peuvent se retrouver dans toutes celles et tous ceux qui me font l'honneur de m'accompagner. Je veux dire aussi que c'est un gros travail d'équipe. On personnalise beaucoup à la fois les élections et l'action. Mais pour ma part, j'essaie de mettre en valeur toute l'équipe qui m'a accompagné au cours de cette campagne parce qu'elle le mérite et parce que elle mérite le meilleur des soutiens et le meilleur des encouragements. Alors en ce moment, vous faites beaucoup de réunions publiques auprès des habitants de Troyes. Quelles sont les questions qui reviennent le plus ? Qu'est-ce qui les préoccupe ? Bon, ce sont des réunions par quartier, il n'y a pas de discours de prêt-à-penser, on dialogue, on échange, sont évidemment, comme souvent, comme toujours, des problèmes de proximité, donc ce sont des problèmes qui ont été évoqués dans notre entretien autour des interrogations sur la sécurité, des interrogations sur l'éclairage, sur les patrouilles de police, mais aussi des interrogations sur la qualité de vie, la propreté, l'amélioration, les sujets, les problèmes d'éclairage public à tel ou tel endroit, les problèmes de déjection canine, de vie en société, de vivre ensemble. Ce sont donc des problèmes en plein au cœur de la question qui est posée pour ces municipales, c'est-à-dire sur des enjeux locaux, quelle est la meilleure équipe pour vous accompagner ? On va arriver au terme de l'émission par rapport aux grands travaux prévus pour ce prochain mandat. Donc on est toujours en ce moment sur l'axe Chaumaudet-Vanier. Quels sont les gros sujets à venir pour le prochain mandat ? Les gros projets. Bon, ce sujet effectivement est lancé et parti. D'autres sont engagés. Il appartiendra à la future équipe municipale de voir ce qu'elle souhaite en faire. Si nous sommes reconduits, nous poursuivrons évidemment cette action. Sur la partie centre-ville, il y aura des éléments prioritaires, notamment autour de la cathédrale, c'est incontestable, et ce sont des sujets d'action. La poursuite de la réqualification dans toute une série de places, une problématique autour des transports en commun à l'intérieur du cœur de ville.
Et s'agissant des quartiers, sur les aménagements, on va poursuivre et on va être en situation d'écoute. En tout cas, ils ont tous été très largement et en profondeur transformés, mais il y a encore beaucoup à faire. On a malheureusement des friches qui sont sur les bras de la ville et qu'il faut traiter. Et puis il y a naturellement la Bourse du Travail qui, elle, va rentrer dans une phase opérationnelle et qui va bien équilibrer l'axe du point de départ historique du centre-ville jusqu'à la cathédrale. Pour terminer, pour conclure, vous parliez tout à l'heure de la réfection des quais de bord de Seine. Ce cœur qui devient l'emblème, j'ai envie de dire, de la ville de Troyes, vous pensiez que ça allait rencontrer un tel succès? Ce côté romantique, c'était recherché à la base ou pas? Ce qui était recherché, c'était vraiment, d'abord, en tout cas moi, l'idée à laquelle j'étais très attaché depuis de nombreuses années, c'était la réunification de la tête et le cœur du bouchon de Champagne. Je considère que tous ces boulevards autour du secteur sauvegardé sont des frontières qu'il faut résorber, un peu comme une fracture qu'il faut réduire. Et bien on a réduit la fracture en offrant la présence du canal et en aménageant les quais. Ensuite, puisque c'est un lieu de vie pour les Troyens, pour ceux qui y habitent, mais pour tous les Troyens, et disons les choses d'ailleurs, pour l'ensemble des Aubois et pour une bonne partie des touristes, il fallait aussi offrir quelque chose d'élégant. Ce qui est important dans une période de crise surtout, c'est que ça fasse du bien tous ces aménagements. C'est pour ça qu'on a mis les statues, qu'on a fait ces choix avec, je crois, des statues élégantes et qui font partie maintenant du paysage troyen. Et l'idée d'avoir une œuvre d'artistes locaux a fait partie de nos idées. Ce chœur a été remarquablement réalisé parce qu'il est fait avec subtilité, avec sincérité. Et comme toujours, ce qui marche, c'est ce qui a du sens. Et pourquoi ce chœur fonctionne? Parce qu'il est beau, parce qu'il est élégant, parce qu'il est en même temps original, parce qu'il donne le sens du fait que nous sommes au cœur de la ville, et parce qu'il donne du sens au fait que ces aménagements qui doivent apaiser dans des périodes de crise permettent aussi d'avoir un lien touristique avec ce que nous souhaitons, c'est-à-dire valoriser la ville à l'extérieur pour que des gens puissent profiter pleinement de ce qui est notre quotidien tous les jours et dont nous pouvons être fiers, c'est-à-dire une histoire magnifique qu'on essaie de restaurer pour mieux préparer notre avenir. Merci François Baroin d'être venu. Merci à vous.